Bonjour à tous. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette vidéo qui va porter du coup sur les plantes anti-inflammatoires. C'est la troisième partie. Alors, je vais faire une petite parenthèse avant. Au début, j'avais l'habitude de mettre voilà, toutes les plantes, mais maintenant, je vais réduire, je vais enlever celles qui présentent des risques de toxicité. Voilà, de toute façon, pour les plantes anti-inflammatoires, il y en a énormément, donc je vais préférer enlever celles-là. Donc voilà, pour pas qu'il y ait de risques, voilà. Alors, la première plante que je vais vous présenter, du coup, c'est l'Igname sauvage. Alors, je vous ai mis le nom latin en dessous pour chaque plante. Donc, vous pouvez voir sur le petit diapo. Alors, l'Igname sauvage, elle est originaire de l'Amérique septentrionale et centrale. Alors, la culture, elle se fait en semis, ou en segments des tubercules, ou en division des racines, donc au printemps ou en automne. Et les parties utilisées sont les racines, les tubercules et les rhizomes. Alors, l'igname sauvage est constitué de saponine stéréodale, dont de la diogénine et de la diocine. Il y a aussi des phytostérols, des alcaloïdes, des tannins et des amidons. Voilà. Alors, il faut surtout faire très attention à ne pas utiliser la plante pendant la grossesse. Alors, du coup, l'igname sauvage produit une substance qui est la diogénine, que l'on a utilisée en fait pour mettre, pour mettre au point la première pilule contraceptive. Voilà. Et en Amérique centrale, du coup, on l'utilisait pour soulager les douleurs ovariennes et menstruelles, ainsi que les contractions de l'accouchement. Voilà, donc c'est une plante très féminine. Alors les quantités importantes de diocine ont des propriétés anti-inflammatoires reconnues, ce qui la rend efficace dans le cas des traitements des affections rhumatismales. Et du coup, c'est la racine de l'igname qui se prend en décoction pour soulager les inflammations. Et la racine se trouve assez facilement en vente dans les herboristeries en ligne. Ensuite, il y a l'échinacée, alors qui est originaire du centre des États-Unis. Les semis se font au printemps ou par division de la racine en hiver. Alors l'échinacée, elle apprécie les sols riches et sablonneux, et les fleurs sont cueillies en pleine floraison, et la racine est arrachée en automne après 4 ans de maturité. Voilà. Alors les parties utilisées sont la racine et les fleurs. La plante, alors, elle est constituée d'alcamides, dont de l'isobutylamide, de l'ester de l'acide caféique, dont de l'échmacocide et de la cyanine. Ensuite, il y a des polysaccharides, de l'huile essentielle qui contient de l'humulène et de l'échmolone. Alors la forme conique en fait qui se trouve au centre de la fleur, donc comme vous pouvez voir sur la photo dans le diapo précédent, explique son nom en fait, échinacée, qui est dérivé d'un mot grec qui signifie hérisson. Voilà. Alors il faut faire très attention car à forte dose, la plante peut provoquer des nausées. Donc voilà, il faut l'utiliser que sous l'avis d'un expert. Et du coup, ce sont les fleurs donc, qui se consomment pour soulager les inflammations. Alors la préparation est simple, il faut laisser infuser 10 minutes, 1 gramme de partie aérienne sèche dans une tasse d'eau bouillante et boire 1 à 4 tasses par jour. Donc voilà. Et les fleurs se trouvent assez facilement en vente dans les herboristeries en ligne. Ensuite, je vous présente la reine des prés, alors qui tire ses origines d'Europe et qui pousse plutôt dans les lieux humides. Alors on va la cultiver par division de la racine en automne ou au printemps. Et les fleurs et les feuilles sont récoltées au printemps lors de l'éclosion. Du coup, les parties utilisées sont seulement les sommités fleuries et les feuilles. Les constituants sont des hétérocides flavonoliques, dont 1% de dérivés de la quercétine. Il y a aussi des glucosides phénoliques, dont des salicylates et de la tribolatine. Il y a aussi de l'huile essentielle, dont de l'aldéhyde salicylique. Et pour finir, il y a des tannins. Voilà. Alors il faut surtout ne pas l'utiliser en cas d'allergie à l'aspirine. Donc voilà, faire très attention. Alors il faut savoir que la plante, elle était très appréciée à l'époque médiévale, et Gérard, un herboriste, notait en fait dans son herbal en 1597 que sa senteur remplit le cœur de bonheur et de joie et qu'elle ravit les sens. Voilà. Et du coup, les salicylates en fait sont des substances de type aspirine et qui ont des propriétés anti-inflammatoires et analgésiques. Et du coup, ce sont les sommités fleuries et les feuilles qui contiennent des salicylates. Alors, pour la préparation, du coup, il faut laisser infuser 1 à 2 cuillères à soupe de fleurs séchées, infusées dans 250 ml d'eau bouillante, jusqu'à 3 fois par jour, donc soit de 2,5 à 6 grammes par jour. Et du coup, voilà, les sommités fleuries se trouvent assez facilement en vente dans les herboristeries en ligne. Alors ensuite, il y a le ginkgo biloba. Alors,
Je ne sais pas si vous connaissez cet arbre. Beaucoup en parlent car son fruit en fait dégage une odeur voilà, de vomi. Donc il y a beaucoup d'articles sur internet où les gens se plaignent voilà, de la puanteur de l'arbre. Mais bon, cet arbre recèle énormément de propriétés médicinales. Alors déjà, il est originaire d'Asie et les feuilles et les pseudo-fruits sont récoltés en automne. Et du coup, les parties utilisées sont les graines et les feuilles. Et du coup, le ginkgo, il est constitué de flavonoïdes, de ginkgoïdes et de bilobaïdes. Voilà. Alors, il faut surtout ne pas dépasser les doses, car voilà, l'arbre, il peut provoquer des réactions toxiques. Alors, apparemment, le ginkgo serait le plus vieil arbre existant sur Terre. Donc, il est surnommé aussi l'arbre aux 40 écus. Et il serait apparu il y a 190 millions d'années. Et du coup, on l'utilise beaucoup en Chine pour ses propriétés médicinales. Ses propriétés anti-inflammatoires sont efficaces dans les inflammations des tissus nerveux, comme par exemple dans les scléroses multiples. Et ce sont les feuilles du ginkgo qui recèlent des propriétés anti-inflammatoires. Du coup, les feuilles se prennent en tisane ou en décoction en utilisant 20 à 40 grammes de feuilles séchées pour 1 litre d'eau. Il faut laisser infuser 5 minutes avant de filtrer et de boire à peu près 1 tasse par jour. Voilà. Les feuilles se vendent aussi assez facilement dans les herboristeries en ligne. Ensuite, il y a le réglisse, qui pousse à l'état sauvage dans les Balkans et en Asie du Sud-Ouest. On divise sa racine au printemps et celles de 3 ou 4 ans sont arrachées vers la fin de l'automne. Et c'est seulement la racine du coup qui s'utilise. Alors le réglisse, il est constitué de saponine tritépernique, dont 6% de glycyrrhizine, des isoflavones, des polysaccharides, des phytostérols, des coumarines et de l'asparagine. Voilà. Alors il faut savoir que le réglisse, il contient un constituant qui est 50 fois plus doux que le sucre, donc qui est l'acide glycyrrhizique. Et la plante, elle est donc surtout considérée comme une friandise. Mais bon, elle recèle énormément de propriétés médicinales. La plante, par exemple, elle est anti-inflammatoire, donc grâce aux propriétés de la glycyrrhizine. Et du coup, on la prend après chaque repas, donc sous forme de poudre, d'infusion ou de décoction. Pour les 2 derniers, c'est-à-dire de 2 à 5 grammes de racines dans 150 ml d'eau bouillante. Donc voilà. Et la plante se vend assez facilement dans les herboristeries en ligne. Ensuite, la dernière plante que je vais vous présenter, c'est l'amamélis, qui est originaire du Canada et de l'Est des États-Unis. Alors les semis se font en automne et les feuilles sont récoltées en été, puis sont séchées directement à l'ombre. Voilà. Alors les parties utilisées sont seulement les feuilles sèches et l'écorce. Alors la plante, elle est constituée de 8 à 10% de tanins, de flavonoïdes, de principes amers, mais aussi d'huile essentielle, donc qui se trouve principalement dans les feuilles. Et du coup, alors il faut faire très attention à utiliser la plante que sous avis d'un expert. Et pour la petite histoire, du coup, on l'appelle aussi, donc voilà, la mamélis, on l'appelle aussi le noisetier des sorcières, donc qui était aussi un remède traditionnel chez les Indiens d'Amérique du Nord. Et au XVIIIe siècle, les colons l'apprécièrent vraiment pour ses vertus astringentes, et son emploi se répandit voilà, dans toute l'Europe. Et du coup, la quantité importante de tanins accroît son pouvoir anti-inflammatoire. Et ce sont les feuilles du coup qui sont anti-inflammatoires. Et la préparation donc se fait avec 20 grammes de feuilles par litre d'eau en infusion et boire 1 tasse par jour. Voilà. Et pareil, les feuilles se vendent assez facilement dans les herboristeries en ligne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura servi. Donc c'est la 3e partie. Je clôture ces vidéos donc sur les plantes anti-inflammatoires. J'espère que vous allez privilégier ça aux médicaments et que ça vous aura servi. Et voilà, je vous retrouve pour une prochaine vidéo et prenez soin de vous.